Geneviève Zoya, qui va prendre la parole maintenant, est ethnologue, professeure d'université à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier, où elle est responsable du master encadrement éducatif. Elle est aussi directrice adjointe du CEPEL, labo du CNRS centré sur les sciences politiques. Elle est membre du RIED et du comité scientifique du programme Acadiscrit, qui est en cours de lancement et qui vise à décrire l'expérience des discriminations et du racisme par les étudiants au sein des universités françaises. Un des piliers du programme est ici parmi nous, c'est Fabrice Dume. Elle a réalisé diverses enquêtes sur le recrutement des collèges de Montpellier, sur les relations parents-école dans des quartiers populaires à Montpellier, à Nîmes, etc. Et parmi ses publications, je voudrais mentionner son livre « La carte scolaire et le territoire urbain », paru au PUF en 2009, écrit avec le sociologue Laurent Vizier. Un livre sur la laïcité au risque de l'autre, qui traite de questions qui nous touchent ici, écrit avec Béatrice Mabinon-Bonfils et paru aux éditions de l'Aube en 2014. Récemment, elle a écrit pour le livre « Éducation et diversité, les fondamentaux de l'action » dont nous avons parlé, un chapitre où elle discute l'intérêt d'une ethnologie de la République pour la formation des enseignants, et un chapitre dans le livre dirigé par Laetitia Bucaille et Aliès Vilches, « Désir d'islam, portrait d'une minorité religieuse en France » aux éditions Presse de Sciences Po en 2020. Et il traite la capacité d'action des femmes musulmanes dans les quartiers. Ces derniers terrains sont à Nîmes et à Clichy-sous-Bois, où elle travaille sur la reconstruction et la construction d'écoles primaires et les enjeux que cela soulève dans des contextes très ségrégés. Et sa toute dernière enquête en cours porte sur la restauration scolaire en région Occitanie. C'est de cela, je crois, que tu as prévu de parler, Geneviève. À toi la parole pour 20 minutes, on dit 20 minutes, oui. Et puis on se donnera ensuite 5-10 minutes de discussion. Oui, merci infiniment Françoise et bonjour à tous et merci de m'accueillir en Zoom, hein, puisque on se retrouve dans ces conditions malheureusement, mais je sens que les choses vont s'arranger. Alors moi je vais vous parler de la restauration scolaire, des restaurants scolaires, ce qu'on appelle familièrement la cantine en France, et c'est une recherche que nous menons avec une équipe pluridisciplinaire, sciences humaines et sociales et médecine, depuis 2 ans. Dans la région Occitanie, qui concerne le primaire, le secondaire, le lycée compris, avec une partie de l'enquête en contrepoint en Île-de-France qui est en train d'être menée. Alors, ce que je vais dire en introduction, c'est que à quel point cet objet de la restauration scolaire nous a surpris. Initialement, l'idée était d'étudier le rapport à l'alimentation scolaire des élèves selon les territoires éducatifs et la façon dont l'institution les pensait, l'institution scolaire, en particulier les élèves immigrés et descendants d'immigrés musulmans ou perçus comme tels. Et là, j'étais plutôt en continuité avec mes travaux précédents qui étaient menés, par exemple, tu l'as évoqué, sur les capacités d'action des femmes musulmanes dans les quartiers. Et en réalité, très vite, l'équipe s'est trouvée confrontée à un objet complètement nouveau et foisonnant, où il était question plutôt d'usines, de grands groupes, de marchés publics, de questions électorales, de normes sanitaires, et j'en passe. Alors, je prends 2 exemples. Le premier sur le caractère très politique de cet objet. En matière d'alimentation scolaire, ce sont les collectivités territoriales qui gèrent à peu près tout, à côté de normes qui sont imposées, diététiques, j'en reparlerai, mais qui gèrent le contenu de l'assiette des élèves. Est-ce qu'on propose du porc, est-ce qu'on propose ou pas, combien, du bio, de la viande ou pas, qui gèrent le mode de production de la nourriture. Est-ce qu'elle va être élaborée, cette nourriture, à partir de cuisines centrales, qui sont de véritables usines qu'on a visitées, ou bien est-ce que cette nourriture va être produite à l'ancienne avec des cantinières, avec des cantines autonomes? Elle gère aussi ces collectivités, comment sont administrées ces cuisines centrales, par des régies publiques, municipales, par des sociétés privées. Et la collectivité décide aussi du prix des repas, plus ou moins dégressif, jusqu'à pas du tout, jusqu'à gratuit. Et puis se greffent des éléments très importants de politique locale, des questions électorales. Et tout ça, il a fallu l'apprivoiser, le comprendre et l'ordonner. Je prends l'exemple rapide de Lyon, parce qu'il est très pédagogique en matière sur le sujet. Vous vous souvenez qu'en février dernier, la municipalité a proposé aux écologistes a proposé un menu sans viande aux écoliers, provisoirement, pour raccourcir le service de cantine. Et comment l'affaire est montée en puissance. C'est-à-dire qu'on a entendu les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture dénoncer une mesure qui allait
pénaliser les familles pauvres qui ne mangeraient pas de viande. Ils ont dénoncé une mesure idéologique, ça aurait pu être une offre halal cryptée, et une mesure politique contre les bouchers, contre les producteurs de viande. Donc c'est vraiment un ramassement, une concentration foisonnante avec plein d'embranchements possibles. Le deuxième exemple de cette concentration, c'est celui de la coupure scolaire, périscolaire, qui nous a sauté aux yeux. Alors bien sûr, nous sommes moins naïfs sur ce point en France, sur cette question de ce qui est digne, indigne, ce qui est académique et ce qui est périphérique, subalterne, mais tout de même, ce qu'on a mesuré, c'est à quel point la cantine, c'est pas du tout le problème des enseignants et pas du tout le problème de l'école. C'est un monde dans le monde qui a son histoire, qui est marqué par la décentralisation en 2004, puisque l'éducation nationale a délégué ce service aux collectivités territoriales, la région pour les lycées, le département pour les collèges. Pour la ville, c'est un peu différent, il fonctionnait déjà un peu en partie comme ça. Et ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que ce lieu du périscolaire est très peu considéré, peu valorisé. C'est le lieu où on va s'occuper des enfants en attendant qu'ils reviennent en classe. C'est la classe qui compte. C'est là où il y a du bruit, c'est là où il y a des problèmes, des questions halal, des questions d'enfants qui ne veulent pas manger comme tout le monde. C'est là où les agents de la collectivité sont techniques, pas formés, peu qualifiés, en opposition pédagogique, où les animateurs du périscolaire, ce qu'on appelle le périscolaire, viennent souvent des quartiers prioritaires, alors que les enseignants plutôt pas. Et donc, dans l'enquête, on a rencontré bien des situations dans lesquelles ces deux mondes, scolaire, périscolaire, scolaire et pause méridienne, le monde de la pause méridienne, se côtoient et se confrontent avec des formes de condescendance bien affirmées quelquefois. Bref, la cantine, ce n'est pas du tout un enjeu éducatif pour l'éducation nationale. Or, ce que je voudrais articuler ici, montrer, c'est qu'elle est pourtant un lieu de fabrique de situations de discrimination très lourdes, socio-ethniques. Alors, comment je procède ? Voilà, j'ai fait le choix d'organiser mon propos en deux temps. Premier temps, je vais décrire une contradiction entre la justification de la cantine comme un bien public et simultanément l'existence de discrimination pour y accéder. Deuxième temps, je vais analyser, donner quelques clés de compréhension de cette contradiction et montrer en quoi ça fait système. Alors, premier temps sur la contradiction. Ce qui ressort de notre enquête, c'est un discours quasi général chez les responsables des cantines, des cuisines centrales, des cantines, chez les personnels, chez les parents, qui affirme sa vocation vertueuse, je pourrais dire civilisationnelle même de la cantine. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que d'une part, la cantine affirme nourrir, donner à manger à tous, mais surtout aux pauvres. D'autre part, dit fournir des portions équilibrées, avec la bonne quantité, les bonnes vitamines, les bons apports, dans des conditions d'hygiène parfaites, et qu'elle s'affirme aussi comme assurant une éducation au goût. Alors ça peut paraître très étonnant dans ce contexte de la production de masse de l'alimentation, qu'apparaisse la référence à la gastronomie française, patrimoine mondial de l'UNESCO, mais pourtant, elle revient souvent dans les propos qui nous sont tenus, cette référence. L'idée, c'est que la restauration collective compense la perte de savoir des familles dans lesquelles on mange mal, toujours la même chose, etc. Alors, c'est particulièrement étonnant, mais la cantine se présente là comme une sorte de conservatoire, au fond, où on cuisine du bœuf mironton, de la choucroute, de la gardienne, ça dépend des régions. Je ne sais pas, à Aix, ce qu'on pourrait choisir comme exemple. Et c'est cette idée de la commensalité. Les enfants mangent ensemble et la cantine fait société. Elle favorise le ciment national, en ce sens, elle est dite telle, et finalement, les enfants y ingèrent de l'identité républicaine. En ce sens, les enfants musulmans, ou perçus comme tels, on va le voir, vont faire plus que d'autres l'objet d'une injonction à se conformer à cette sorte de mythe identitaire. Pour essayer de comprendre cette rhétorique de la vertu de la cantine, il faut que je passe par la question de l'industrialisation. Rapidement, si on regarde son histoire, on voit que la cantine se développe avec un véritable mouvement d'industrialisation que j'esquisse. Avant les années 2000, les portions à la cantine n'étaient pas réglementées. La création de normes alimentaires date de 2001, lorsqu'une première circulaire est publiée qui vise à lutter contre l'obésité infantile et qui va porter sur la qualité des repas. Et ensuite apparaît cet objet très insolite qui est le GER-MCN, groupement d'études des marchés en restauration collective, qui est d'abord un instrument de gestion des marchés publics
et qui va se transformer en instrument de production de normes. Alors, je m'explique, c'est qu'en 2011, ce groupement GRMCN va publier des recommandations nutritionnelles via un arrêté du ministère de l'Éducation nationale qui fixe dans la loi des grammages, des pourcentages de cru, de cuit, de viande, de fibres, contrôlés par la diététique. Ces normes, en 2012, sont obligatoires pour toutes les cantines. Alors, ce qui se passe là, c'est le passage de quasiment toute la restauration au modèle industriel, avec des cuisines centrales qui fonctionnent comme des usines, sur la base d'un système aligné sur la grande distribution, avec des prix tirés, des achats en masse de tonnes de nourriture, de la cuisine de masse. Les aliments sont refroidis, on les cuisine, ils sont refroidis, on appelle ça la liaison froide, ils sont distribués dans les établissements à l'aide de camions, de flottes de camions, et à l'arrivée, les plats sont réchauffés. C'est dire la perte de sens pour les agents, des cuisiniers, qui deviennent des réchauffeurs de plats, qui sont très peu qualifiés. Il y a beaucoup de turnover. Et un responsable de cuisine nous a même dit, finalement, c'est comme visser des boulons, en quelque sorte. Donc, c'est ça, le processus de justification de ce modèle qui va se mettre en place. C'est comme si le bien et l'égalité de tous ne pouvaient que passer par cette uniformisation. Et dans l'enquête, c'est assez clair. On nous présente la cuisine française la cantine française, comme un exemple national remarquable par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, où les enfants sont dans la porn food, la malbouffe, etc. Et comme si seul ce processus d'uniformisation de la cuisine via l'État, puisque l'État est là, via ce groupement, via les portions scientifiquement définies et réglementées, permettait d'apporter le bien, alors le bien nutritionnel, l'hygiène, l'équilibre et la cohésion sociale par une commensalité qui tout à coup ne signifie plus seulement manger ensemble, mais manger pareil, identique, et contre bien sûr le communautarisme. J'en viens au deuxième terme de la contradiction, c'était le premier sur le discours vertueux de la cantine. Deuxième terme, on ne peut que constater de très fortes inégalités entre les élèves selon leur origine ethnique et sociale dans l'accès à la restauration scolaire. Les enfants des quartiers où sont regroupés massivement les enfants descendants musulmans et descendants de musulmans mangent beaucoup moins à la cantine que les autres, et la fréquentation leur taux d'inscription baisse encore ces dernières décennies. Sur notre terrain, on a recueilli des données sur le primaire dans 2 villes, une métropole et une ville moyenne. La fréquentation de la cantine des enfants des quartiers est beaucoup plus basse, et historiquement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle baisse. À l'échelle d'une des 2 villes, on a enregistré 15 points de baisse de fréquentation entre 2000 et 2010. Et ces données confirment l'enquête du CNESCO dans les collèges, qui établit que dans les établissements scolaires en éducation prioritaire, la proportion de non-inscrits est de 75% en moyenne, alors quelquefois moins et quelquefois plus du tout. C'est-à-dire que peu à peu, comme sur notre terrain, sur les villes de notre terrain, on enregistre des fermetures de cantines des collèges aussi. Bien sûr, là, on parle d'enfants d'immigrés et émigrés, puisque ce sont eux qui sont confrontés à la concentration spatiale et qui sont davantage scolarisés dans ces établissements. Alors, les logiques d'égalité et de vertu, on ne les voit pas complètement bien là, évidemment, d'autant que pour la surveiller, cette cantine, on embauche des animateurs qui eux-mêmes viennent des quartiers, qui sont souvent à temps partiel et avec un turnover très important. Alors, deuxième grand point de mon plan, je vais vite, mais comment comprendre que cette contradiction puisse fonctionner ? Comment comprendre que ce qui gouverne la cantine, ce sont des affirmations vertueuses, alors que globalement, les expériences sont malheureuses ? On a des inégalités d'accès, on a des publics qui viennent de moins en moins manger à la cantine, des quartiers, alors que les politiques se font à leur nom. Et on a des professionnels malheureux. Et ce sont des contradictions jusqu'à l'absurde. Par exemple, si l'objectif affiché de la cantine, et il est affiché, est de combattre le diabète, force est de constater que ça ne marche pas, puisque les enfants des quartiers sont 4 fois plus touchés par l'obésité et mangent beaucoup moins à la cantine. Et pourtant, on continue de plus belle à mobiliser ce discours, en particulier pour les élèves musulmans, qui sont représentés comme cumulant tous les risques, le risque sanitaire, le risque sécuritaire, le risque séparatiste. Et on a entendu dans une grande réunion sur la réforme d'une des cuisines centrales, il faut garder le système des cuisines centrales, et pas autonome, le système des cuisines industrielles, parce que c'est la seule garantie aussi contre le risque de communautarisme.
Alors, au fond, ce qu'on voit, c'est que la justification d'une alimentation scolaire agro-industrielle qui se développe historiquement en s'appuyant s'appuie sur les besoins des publics, et particulièrement des pauvres et des quartiers, et cela à partir d'une assiette laïque, hygiénique, commune, équilibrée, et qu'on ne s'intéresse au fond pas du tout à ce qui se passe effectivement à la cantine, ce qui est mangé, dans quelles conditions, je ne parle pas du gaspillage, ce n'est pas le sujet, mais qui donne à manger, etc. Donc c'est quelque chose qu'on voit très bien avec les publics qui demandent du non-carné, des menus végétariens. Les responsables nous disent en gros, on s'occupe du contenu de l'assiette dans les meilleures conditions possibles, de risque, d'équilibre, de commensalité, d'hygiène. Si certains n'acceptent pas cette assiette-là, c'est incroyable, c'est même scandaleux. Au fond, ces publics sont responsables des inégalités dont ils se plaignent. Et s'ils mangent des snacks dégueulasses devant le collège, au fond, c'est leur faute. Et bien sûr, on met en avant les problèmes religieux. Donc, je finis avec 2 illustrations qui montrent comment tient ce système un peu fou, pour entrer un peu dans une ethnographie locale. Sur le point religieux, précisément, la faiblesse de la fréquentation des cantines scolaires par les enfants de musulmans est souvent expliquée par les choix religieux. Ça existe, naturellement, ce serait absurde de nier ça. Je dirais plutôt choix culturel que religieux, parce que manger, c'est évidemment affirmer l'appartenance à un groupe, un collectif. Il y a des éléments qui sont plus ou moins autorisés et interdits. Et nous pensons, nous tous, et pas seulement les musulmans, que nous incorporons les qualités morales de notre groupe en mangeant et en partageant son alimentation, ses préférences alimentaires. La meilleure preuve qu'il existe des raisons communautaires, c'est que dans une des villes enquêtées qui ne propose pas du végétarien ou du sans viande comme option quotidienne, le vendredi, il y a beaucoup plus d'enfants dans les cantines des écoles des quartiers. On appelle ça le jour poisson. Il y a beaucoup plus. C'est d'ailleurs acté par les organisateurs. Il y a beaucoup plus d'enfants le vendredi. On voit aussi cette dimension culturelle du côté des parents qui ne supportent pas la présence du halal à la cantine. Ce sont de vrais dégoûts. Ce sont des aspects extrêmement identitaires qui se font jour et qui vont jusqu'à un racisme affirmé. Très, très, très explicite. Alors, sur ce point, pourtant personne n'est contraint à manger du halal. Sur ce point, il y a des mouvements de parents qui se rassemblent sur ce point. Alors, il faut rappeler que dans les années 2000, on a vu monter des points de crispation. Là, il y a un climat de surenchère politique, et on le voit sur notre terrain aussi. Par exemple, quelques municipalités proposaient systématiquement du porc. Là, c'est vraiment l'idée du porc civilisateur. Je pense aux travaux de Pierre Birnbaum, avec l'idée que le cochon a ce statut très particulier de la commensalité républicaine, qui est emblématique, et il se conjugue avec la célébration du terroir, le folklore paysan et la fameuse gastronomie française qu'on retrouve ici, sur notre terrain, et qui unifie la nation. Donc, si les enfants musulmans ne mangent pas l'assiette impeccable de la cantine qui produit de la cuisine française, c'est qu'ils sont séparatistes et que ce sont des barbares et qu'ils ont enfin la responsabilité de leur exclusion. Si vous mangez différemment, vous vous excluez. Alors que cette offre qu'on affirme évidemment universelle, commensale, commune, et qui est présentée comme un acte civique, cette consommation à la cantine, elle fait évidemment passer bien d'autres logiques qui dominent et que j'ai esquissées. Je ne pourrais pas le développer là, des profits, des lobbies, un marché énorme, des conflits d'intérêts autour du sucre, du lait, de la viande, par exemple. En France, nous sommes les seuls à prescrire des produits laitiers à tous les repas. Mais il reste qu'il est très difficile pour les publics de déconstruire ce raisonnement de la cantine vertueuse, parce qu'il vient du haut, et c'est un discours d'autorité qui est appuyé, adossé sur la science. Un épisode qui nous avait marqué sur le terrain, c'est lorsque des maires des quartiers ont fait appel, dans une réunion à laquelle on a assisté, à d'autres sources d'expertise, notamment le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui produit un consensus des scientifiques internationaux sur la question, c'est-à-dire au fond une figure de l'universel, on peut penser ça comme ça. Donc ces mamans qui ont fait appel à cette figure de l'universel pour critiquer les surplus de viande à la cantine, et on a vu un combat de définition là, sur ce qui est bon pour la santé. Elles ont tenté de montrer le poids de la consommation de viande dans l'empreinte carbone et dans le réchauffement climatique, par exemple, pour défendre le végétarisme. Et ça, c'est très intéressant parce que la figure du musulman, là, via la demande halal, végétarienne, elle va symboliser le mieux l'ennemi, la contestation, le refus du modèle, de la ration uniforme. Et donc, en même temps, on peut considérer
qu'il s'agit d'une figure avancée et moderne de la contestation de ce modèle uniforme, qui n'est pas la seule, bien sûr, hein, il y en a d'autres. Dernier exemple pour comprendre ce qui se passe dans ce système un peu fou, sur les dimensions économiques et politiques. On sait la concentration socio-ethnique et territoriale dans les quartiers, on sait qu'il y a peu de contournement de la carte scolaire, autrement dit, les familles vivent près de l'école, on sait qu'il y a beaucoup de chômage, beaucoup de femmes à la maison. De plus, les tarifaires de municipalité sont plus ou moins dégressives. Hein, par exemple, 55% des établissements qui ne proposent pas de politique tarifaire et 22 d'entre eux appliquent une grille qui va jusqu'à la gratuité. Mais ce qu'on dit moins, c'est que certaines municipalités, de façon illégale, refusent des enfants dont au moins l'un des parents est chômeur. Ça arrive quelquefois, ça finit au tribunal. Les municipalités perdent, mais il arrive aussi souvent que ça n'aille pas au tribunal. Donc il faut comprendre que pour la collectivité, le coût d'un retour des enfants qui demandent du végétarien et les enfants des quartiers, très souvent, puisque les chiffres sont clairs sur la consommation du végétarien, par exemple à Montpellier, qui fait une offre quotidienne. Pour la collectivité, le coût d'un retour de ces enfants vers les cantines scolaires est très important. Un directeur de l'éducation d'une grande ville nous a dit, si on propose des menus sans viande tous les jours, on a fait le calcul, avec ce que ça ferait revenir comme enfant à la cantine, ça coûterait 500 000 € à la ville, par an. Donc, et parallèlement, on continue la rhétorique de danger pour la République, de la vertu sanitaire pour les enfants obèses, qui sont les mêmes, ceux qui menacent la République, etc. Donc, je conclus en 2 points. Premier point, au fond, on voit comment la cantine scolaire devient cet exemple, et je suis passée par l'industrialisation pour faire toucher ce point. La cantine scolaire devient cet exemple d'un lieu collectif autour duquel se construisent des processus de séparation, et on voit la responsabilité collective de cette situation, comment les discriminations font système, là, comment des inégalités se construisent à grande échelle, hein, il s'agit de grandes inégalités là, socio-ethniques, et comment des réalités partiellement non voulues sont produites par la combinaison de différentes actions que j'ai esquissées et de discours qui les justifient. Et comme sur de nombreux autres sujets, évidemment, les musulmans sont placés sur le devant de la scène. Deuxième terme peut-être avant le deuxième terme de la conclusion, quelque chose dans ce mécanisme rappelle un peu ce qui se passe dans le système éducatif. C'est-à-dire que les politiques de cantine se font au nom de l'égalité, et ce sont les milieux favorisés qui la fréquentent le plus, et le plus longtemps quand je pense au système éducatif. On peut même penser que dans les années 80, et comme l'école, cette cantine sert à la production d'un modèle industriel, de modèle scolaire, avec la montée des classes moyennes au travail. Deuxième terme de l'enjeu, de la conclusion, ce qui reprend l'intitulé de ma communication sur un enjeu immense pour l'école. La cantine n'est pas la classe, et on dit qu'on n'y éduque pas, mais en réalité, elle est un haut lieu de socialisation collective, d'une éducation implicite, où on fait passer beaucoup de messages qui contredisent ce qu'on apprend ailleurs. Comment on considère les personnes qui donnent à manger, comment on considère la nourriture elle-même, comment on sépare les gens, les sans viande, les sans porc, avec leurs étiquettes affichées dans l'organisation, comment on gaspille sous des affiches partout placardées sur les murs des cantines en éduquant les enfants à ne pas gaspiller, mais il est évident que l'industrie, en définissant le grammage de portions toujours plus importantes, a organisé le gaspillage. Le gaspillage n'est pas d'abord une question due au comportement des élèves, mais un phénomène planifié et organisé, comme pour les choix dits religieux et les inégalités. Au fond, justement, là où on dit qu'on n'éduque pas, on éduque, les enfants apprennent finalement qu'il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, c'est un haut lieu de socialisation. Deuxième terme et fin de ma communication, la cantine scolaire. Et je vous remercie. J'espère, je n'ai pas regardé le temps. Impeccable. 20 minutes 20 minutes, 21 minutes, c'est parfait, Geneviève. Bravo. Merci beaucoup. C'était un enjeu pour moi, c'était un enjeu important, le temps. Excellent. Merci beaucoup pour cette communication sur les cantines et les contradictions donc entre le projet éducatif théorique
verbeux, en fait, verbalisé de la restauration collective dans les lieux d'éducation, et puis ce qui se passe en réalité, les arbitrages qui sont ceux des municipalités, et le fait que l'école, tu l'as souligné, se dispense en fait de mettre le nez dedans, ne regarde pas ce qui se passe, bien qu'elle vante également la qualité éducative de ce moment-là. Oui. Alors, il y a quand même peut-être des comment dire, des pratiques de relations, Geneviève. C'est une première question. On peut se donner 5-6 minutes de discussion. Est-ce que tu n'as pas observé, vous n'avez pas observé en école, ou bien en collège, ou bien en lycée, il y a, je crois, un petit peu de différence dans la situation des établissements et des écoles de ce point de vue-là. Est-ce que tu n'as pas observé quand même des liaisons, des formes de relations établies entre ce moment de la restauration et le temps même de l'école et des apprentissages? Tu n'as rien vu de remarquable? Alors, je reviens sur ce que tu évoquais de l'école. L'école, elle met son nez dans la cantine, en tout cas sur un aspect qui est très net, c'est via la circulaire. Qui oblige finalement les cuisines centrales en appui sur ce groupement d'achat à grammer. On va grammer les repas, on va servir des portions équilibrées, etc. Et ce grammage, il prend des proportions incroyables, puisqu'on va établir un grammage pour chaque tranche d'âge, 3-6 ans, etc. Alors que les enfants sont extrêmement différents. Alors là, l'école met son nez via cette circulaire qui impose aux cuisines centrales un grammage et qui s'adosse à un groupement qui, pour le moins, étrange, hein, puisque c'est un groupement dont on pourrait dire qu'il est le lieu de conflit d'intérêts, au moins. Voilà. Sur la question que tu évoques, c'est très difficile. Ce temps de la pause méridienne est assez peu. L'éducation nationale s'en empare assez peu. Sur une des villes de l'enquête, où on a 200 animateurs qui sont recrutés, 20% seulement d'entre eux sont 20% sont à temps complet, et on a des animateurs qui viennent des quartiers qui sont très peu formés, qui sont très précarisés. On a même des faux étudiants, entre guillemets, c'est-à-dire des jeunes qui, pour pouvoir être embauchés, prennent des fausses inscriptions. Il y a aussi cette espèce de jeu de miroir entre le périscolaire et l'éducation nationale. Donc on se regarde un petit peu aussi, alors quelquefois ça se passe bien, mais quelquefois on se regarde un peu en chien de faïence. Et l'école, l'éducation nationale entreprend à côté simultanément, par exemple, des semaines du goût. Mais lorsque on va plus loin de l'enquête, on s'aperçoit que ces semaines du goût peuvent éventuellement occuper les enseignants ponctuellement, mais qu'elles ne correspondent pas ensuite à une activité qui serait prolongée dans le cours de l'expérience scolaire des enfants dans la classe. Donc très peu de lien entre finalement ce temps de la pause méridienne et le scolaire au sens académique en général, avec cette coupure qui est très caractéristique, qui a bien été étudiée dans les analyses internationales, notamment par PISA. C'est-à-dire qu'on sait que l'école française est très orientée sur cette coupure académique, discipline, compétition scolaire, et de l'autre côté, bien-être, cours, couloir, toilette, cantine. Voilà. Merci Geneviève. Est-ce qu'il y a eu des questions? Charles Mercier. Ah ouais, merci Julien. Oui, merci beaucoup pour cet exposé qui a été très intéressant. C'est juste des remarques qui sont vraiment liées à mon expérience de parents et puis d'anciens profs de collège. Et pour rebondir sur la question de Françoise, en tant que, enfin, il me semble qu'il y a quand même une différence forte entre l'espace de la cantine à l'école
et en collège, dans l'école par exemple de mes enfants, et c'est vrai que la pause méridienne est un espace dont les enseignants se désinvestissent, et les personnels BIATS qui le font le séparent aussi du reste de leurs activités. Par exemple, quand il y a des mouvements de grève, parfois ils ne se mettent en grève que sur cet espace de pause méridienne qui est le plus dur à gérer professionnellement. Je me demandais d'ailleurs de ce point de vue s'il y avait des formes de solidarité, d'organisation qui pouvaient être repérées et qui rendaient ces personnels acteurs de ces luttes. Et en revanche, au collège, j'avais le sentiment que c'était un espace qui était quand même unifié avec le reste du temps scolaire par la vie scolaire, c'est-à-dire que les surveillants, les conseillers d'éducation peuvent y circuler, et souvent les enseignants et les principaux adjoints prennent leur repas à proximité, sinon immédiate des élèves, du moins pas très loin. Et donc il n'y a pas cet effet de coupure qu'il peut y avoir à l'échelle du primaire. Donc je me demandais si les choses avaient évolué depuis, ou si si j'en étais resté à des vieilles observations. Non, merci. C'est pas la même chose. Hein, c'est pas la même chose, mais le lien entre ce désinvestissement dont vous parlez, j'ai voulu faire le lien entre ce désinvestissement dont vous parlez et les logiques d'industrialisation d'une part et d'exclusion de certains publics d'autre part. C'est-à-dire le discours qui justifie justifie la cantine et valorise la notion de bien public. Or, ce sont les publics les plus défavorisés et ceux qui vivent dans les quartiers qui la fréquentent le moins. Et au collège aussi, et massivement. C'est l'endroit où il y a du bruit. Alors l'école, bien sûr qu'il y a une différence entre l'école et le collège, très importante, parce que historiquement, il y avait une logique d'œuvre à l'école, dans les écoles primaires, une logique de bienfaisance et d'œuvre, et que ce sont souvent la caisse des écoles, c'est souvent la caisse des écoles qui s'est chargée des repas. Mais concrète, donc il y a des différences de gestion, mais concrètement, la désaffection des publics et dans le primaire, dans le secondaire est la même, le bruit est le même, le désintérêt de l'institution pour ce temps-là est le même si les AED, oui, effectivement, les AED sont des agents de l'éducation nationale, sont recrutés par l'éducation nationale. Mais avec des efforts qui sont faits, il ne s'agissait pas de critiquer tant les agents que de faire, si vous voulez, que de restituer une espèce de logique de système. Avec un lien entre l'industrialisation, la valorisation de ces grammages, de ces rations, d'un discours adossé sur le bien public, et puis finalement l'exclusion concrète dont on s'aperçoit qu'elle est importante. Hein. Et il y a des enfants qui ont la protéine et qui ne mangent pas, ou qui ne mangent rien, qui mangent beaucoup de pain par exemple. Et au collège comme à l'école. François Héran, ce sera la dernière question. Nous avons épuisé notre temps. Je ne voudrais pas priver de parole. Merci pour cet exposé absolument passionnant. Moi, j'avais une question. Donc, la standardisation, l'industrialisation, elle a évidemment un avantage, c'est qu'elle fait baisser les coûts, les prix de façon fantastique. Enfin, moi, j'ai dirigé un établissement public et j'ai dû m'occuper de rétablir une cantine qui a été supprimée. Donc, j'ai passé un temps fou à m'intéresser à ça. Bon, c'est un établissement de 300 personnes. Mais j'étais stupéfait par les prix extrêmement bas. Enfin, les coûts unitaires sont très bas. Donc, c'est quand même, évidemment, le grand avantage de la standardisation, c'est ça. Mais en même temps, il y a une tension entre ce principe-là et puis la diversité des menus. Alors, vous n'avez pas parlé de la capacité de ces industries à proposer quand même une certaine palette de menus qui peuvent correspondre effectivement à un cahier des charges qui est donc défini en commun avec le client, enfin l'éducation nationale. Mais est-ce que et là, je me suis aperçu que d'un marché à l'autre, la capacité des entreprises à diversifier les menus à coût égal était quand même très inégale. Il y a des entreprises qui savent faire, il y a d'autres qui ne savent pas. Enfin, c'était vraiment. Alors, est-ce que la diversité des menus proposés est suffisante pour dire clair, toutes les cultures, toutes les religions s'y retrouvent, ou est-ce que la pression
à l'universalisation fait que finalement, on ne s'y retrouve que la partie majoritaire de la population le même standard. Est-ce qu'il y a une telle correspondance aussi stricte entre la standardisation de la production et, je dirais, la concentration, la préférence accordée au public majoritaire qui finalement, que vous analysez évidemment comme une discrimination, ce qu'elle est bel et bien. Enfin, voilà, merci. Parlez-nous un petit peu de la diversité des menus, s'il vous plaît. Oui. Une réponse rapide, Geneviève. Il faut savoir que la norme est devenue depuis une trentaine d'années celle de la cuisine centrale. Alors, ce sont des usines. On les a visitées, je vous assure que c'est extrêmement impressionnant. Quand on nous dit, le chef de cuisine centrale nous dit ils n'ont plus qu'à visser les boulons en parlant des personnels, on est vraiment dans l'industrialisation et dans l'uniformisation. Quand vous parlez de tirer les prix, il s'agit aussi de ça. Donc, elles sont gérées par ces cuisines centrales par des régies publiques municipales. Alors, le client, c'est la ville, par exemple, ou le département, ou des grands groupes privés. Alors, les villes, les départements passent des contrats avec des grandes sociétés, des grands groupes, en disant, par exemple, on vous aimerait tant de bio. Alors, il y a des lois, il y a la loi Egalim qui a marqué. On voudrait tant de bio, tant de local, etc. C'est très difficile à contrôler ensuite et on sait que les choses ne se passent pas comme elles ont été contractualisées. Et il existe très peu de cuisine autonome, où chaque école aurait sa cuisine avec ses cuisiniers dans lesquels ces écoles, les élèves pourraient avoir des rôles. On en connaît, on en a visité dans lesquels on pourrait avoir une relation, dans lesquelles on a vu par exemple un chef cuisinier, là qui se conçoit comme tel, puisque c'est une cuisine autonome, mais c'est lui qui gère son marché au fond, dans lequel il peut, s'il a des restes, travailler à partir de là, dans lesquels il peut proposer un repas différent à certaines de ses ouailles. Là, c'est très, très différent en termes de relations, en termes de qualité de la nourriture et en termes de diversité. Le modèle majoritaire, c'est celui de la cuisine centrale, c'est un modèle industriel, un marché énorme avec des milliards d'euros qui impacte effectivement là. Alors, il y a possibilité, je termine avec ça, à Montpellier, quand même que je rende hommage à Montpellier, là, ici, où se déroule l'essentiel de notre terrain, la municipalité socialiste, avec des élus écologistes, se distingue en offrant aux écoliers un menu végétarien quotidien au choix, sans que ça fasse de remous, d'ailleurs. C'est curieux. Ce qui fait des remous, c'est plus de l'agitation sur la viande, sur le lobby, que sur la laïcité. Donc, c'est la plus grande ville de France à proposer ça. Et alors, ce qu'on voit, c'est que parmi les 45% de familles environ qui choisissent cette option, la grande majorité, c'est les quartiers prioritaires. Donc oui, on peut s'entendre sur ce qu'on pourrait appeler des accommodements. Je rends hommage à mes collègues québécois qui sont par là, que je vois, notamment Maryse. On peut travailler sur des accommodements et se dire, ça n'est pas le cas sur la majorité des options.